Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue à cette rencontre inaugurale avec vous, Maude Lepladec, la première rencontre d'ailleurs de notre année universitaire 2025-2026 de la Maison des Arts et de la Création. Donc merci d'être là et d'ainsi inaugurer notre année universitaire. Merci surtout de votre confiance puisque vous avez accepté notre invitation de devenir la troisième titulaire de la chaire Art Vivant de la Maison des Arts et de la Création. D'ailleurs, je salue ici Catherine Sekenis, qui est directrice générale du CND et qui fait partie du comité de sélection et donc qui nous a accompagnés justement pour arriver à ce moment-ci. Merci de votre confiance et puis de la générosité dans votre temps, parce que vous êtes quelqu'un de très, très occupé, puisque vous avez pris la direction du CNN Lorraine, mais bon, je ne vais pas aller sur la biographie, je sais qu'Ange Manon va vous présenter par la suite, donc je lui laisse cette primeur-là. Donc l'une des lignes de votre travail, on la retrouve dans le titre aujourd'hui, entendre la danse et voir la musique, et c'est vraiment en écho aussi à l'une des vocations de la Maison des Arts et de la Création, qui est d'explorer, de plonger dans ces maillages entre différentes expressions artistiques, et également tisser des liens. Alors évidemment, tisser des liens entre les arts et les sciences humaines et sociales, puisque nous sommes à Sciences Po, mais aussi tisser des liens entre différentes communautés. Alors, une communauté externe à Sciences Po, donc bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent de l'extérieur, et puis aussi les communautés internes à Sciences Po, notamment entre nos différentes écoles, nos programmes de formation, entre les différentes associations étudiantes, les centres de recherche, les directions telles que la bibliothèque. Et si je le dis, c'est aussi parce que je souhaite remercier Marie Mawad et Ange Manon-Tang, puisque Marie Mawad est la doyenne de l'école de journalisme. Ange Manon-Tang est étudiante à Sciences Po et membre de l'association Artcore, notre association de danse qui est venue en force aujourd'hui, là, en rangée, avec des grands sourires face à nous. Merci aussi à Artcore de nous accompagner lors de différents moments clés de la Maison des Arts et de la Création. Nous sommes ravis de ce partenariat-là. Et puis vous êtes aussi accompagné de Simon Feltz, qui est au premier rang. Simon, qui est votre collaborateur artistique et qui va animer les ateliers qui sont proposés aux étudiantes et aux étudiants pendant ce semestre. Des ateliers d'exploration du rapport entre le mouvement, la musique, où vous questionnerez également le geste et sa perception. Et puis vous présenterez, cher Simon, également, lors de ces exercices, votre propre travail sur la synchronisation entre la voix et le texte. Ce qui fait une petite transition en disant que la Maison des Arts et de la Création propose ces ateliers aux étudiantes et étudiants de tous les cursus de Sciences Po. Et ce type de conférence, à la communauté externe, on ouvre au public extérieur, et donc la prochaine rencontre que nous animons, justement, vous parliez de voix, de texte, c'est la passation de relais entre les titulaires de la chaire d'écriture, Carole Martinez et Sylvain Prudhomme. Carole Martinez qui souhaite explorer aussi la danse à travers les textes que vont écrire les étudiants pendant ce semestre. Donc voilà, on a des mises en relation à la Maison des Arts qui font que cela contribue aussi à un dynamisme dans la création, dans l'inventivité, et puis dans les inspirations croisées. Encore merci à vous, chère Maude. On a hâte de vous retrouver pendant différents moments clés de l'année universitaire. Et sans plus attendre, je veux remercier évidemment nos partenaires et puis les deux co-modératrices de la soirée, chère Marie. Et à très vite aussi avec vous, Ange Manon, pour différentes activités à la Maison des Arts cette année. Merci, bonne soirée. Merci. Bonjour à toutes et à tous, et encore merci d'avoir accepté d'être titulaire de la chaire des Arts et Vivants de la Maison des Arts et de la Création. Donc après avoir suivi la formation au Centre chorégraphique national de Montpellier, vous avez été interprète pour plusieurs chorégraphes comme Georges Apex, Loïc Touzé ou encore Mathilde Monnier. Ensuite, vous avez créé votre première pièce en 2010 avec Professeur, pour laquelle vous avez reçu un prix de la révélation chorégraphique du syndicat de la critique. Vous avez ensuite été en 2013 lauréate du programme Hors les murs de l'Institut français et avez effectué une recherche à New York sur le courant de la musique post-minimaliste américaine.
En 2015, vous initiez un nouveau cycle de création autour de la parole donnée aux femmes en co-créant Hunted avec la performeuse new-yorkaise Okwe Okwasili. Opokwasili. D'accord, merci. Désolée pour la prononciation. Ensuite, voilà, vous travaillez avec l'Opéra national de Paris, où vous allez notamment faire la rencontre du coup de Thomas Joly, avec qui vous allez participer du coup et co-participer pour la création de la danse des 4 cérémonies des JO. Exactement. Donc voilà, c'est un peu le tour. En 2021, vous présentez Static Shot avec le CCN Ballet de Lorraine, pour lequel du coup, vous avez pris la direction en janvier 2025. Donc, bonsoir Maud Le Pladec et encore merci d'être avec nous. Ange Manon vient de décrire en quelques mots ce que vous avez été, ce que vous avez fait, ce que vous êtes devenu, ce que vous êtes. Moi, j'aimerais retourner au tout début, au commencement, pour savoir ce que vous souhaitiez devenir quand vous étiez encore jeune danseuse ou en formation. Est-ce que vous rêviez d'être danseuse à l'époque, chorégraphe ou autre chose ? Alors, pas du tout, et c'est étonnant parce que c'est une question qu'on me pose souvent, donc peut-être que j'avais pas vraiment le profil finalement, c'est ce que je me dis. Vous avez oublié une chose importante, c'est aussi que pendant 8 ans, j'ai dirigé le Centre chorégraphique national d'Orléans, et ce qui n'est pas rien, parce que c'est mon premier poste de direction. Et ça, pour rebondir sur votre question, non, j'y croyais pas, je ne savais même pas ce que c'était qu'un centre chorégraphique national. J'avais même pas idée de ce que c'était qu'un conservatoire sup, ou même un conservatoire de région, de département. Puisque moi, je suis arrivée à la danse un peu par hasard, c'est que mon père était fan de motocross et ma mère était fan de danse, en fait. C'est tout simplement ça. Donc, je ne vais même pas vous parler du moment où j'ai accroché dans la danse, je vais juste vous parler du moment où j'ai commencé, à 6 ans, quand ma mère m'a inscrite à mon premier cours de danse jazz, parce que j'ai fait énormément de danse jazz jusqu'à mes 21 ans, et que vraiment, je le dis sincèrement, je m'en rappelle encore, comme si c'était hier, ça a été une révélation. Donc, quelques années plus tard, à l'âge de 8-9 ans, j'exprimais le désir d'être professeur de danse, tout simplement parce qu'on suit les modèles les plus de proximité, c'est-à-dire que je voulais être comme le professeur ou la professeure qui m'accompagnait dans les cours, à un point tel, vous savez, c'est toujours comme ça, que quand on change de professeur, à cet âge-là, on veut arrêter la danse, vous voyez. Et pendant 1 an, j'ai fait du twirling même pour arrêter, et je suis revenue à la danse. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, c'est comme les majorettes, mais gymniques. Et puis à fin du collège, j'exprimais le désir d'intégrer le lycée en F11 prime, c'est-à-dire une sorte de sport-études en danse, mais je voulais pas quitter mes parents. Donc j'ai fait en fait des études en économie. Voilà, j'aurais peut-être pu me retrouver ici, qui sait. Et j'étais persuadée cette fois-ci vraiment que je voulais enseigner. J'enseignais déjà beaucoup la danse. De manière complètement illégale le mercredi et le samedi. Et puis, mes parents m'ont dit tu as le bac en poche et après tu fais ce que tu veux. Donc, j'ai beaucoup dansé, pas beaucoup travaillé, j'ai eu le bac. Et ensuite, je me suis formée à Nantes pendant 3 ans dans un lieu qui est un CEFEDEM aujourd'hui, le CEFEDEM de Nantes. Le CEFEDEM, c'est les institutions, en fait, un peu, on va dire, qui permettent de se professionnaliser dans les métiers de la danse, que ça soit c'est là où on passe les diplômes d'état de professeur de danse, mais aussi de musique, etc. Et puis, en jazz, j'ai obtenu mon diplôme d'état de professeur de danse. Et quand j'ai obtenu mon diplôme, j'ai dit, mais en fait, j'ai envie de danser. Et là, je suis partie à Montpellier faire 1 an de formation à la scène chez Anne-Marie Porras. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, parce que je pense que vous êtes un peu jeune pour savoir qui est Anne-Marie Porras. Et cette formation à la scène, il s'agissait surtout et principalement de prendre des cours toute la journée. Et je me suis dit, mais c'est pas ça que je veux faire. Et là, à Montpellier, il y avait un centre chorégraphique national qui était dirigé par Mathilde Monnier. Et donc, un soir, sur les conseils, je ne sais plus de qui, je vais voir Mathilde Monnier qui présente une pièce avec Jean-Pierre Drouet, et le choc. Et je me dis, c'est ça que je veux faire. Et je me présente à l'audition de la formation Exerce, qui s'appelle Exerce, qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque, et je suis prise, et là commence ma carrière d'interprète. Donc, pour répondre à votre question, non, je n'ai jamais rêvé d'être danseuse, j'ai complètement accroché à ça, mon parcours est fait principalement de rencontres. En plus d'être danseuse, je suis retournée sur les bancs de l'école, j'ai un Master 2, j'ai fait aussi une formation de recherche auprès de la critique Laurence Loupe pendant 3 ans. J'ai monté mon premier collectif à l'issue de la formation Exerce
qui s'appelait le Club des 5, où on a fait un tas d'expérimentations partout et ailleurs, tout en commençant une carrière d'interprète avec Mathilde Monnier, Georges Apex, 15 ans avec Boris Charmatz, etc. Et je peux vous dire que j'aurais même pas imaginé me retrouver directrice de la danse pour les 4 cérémonies des JO. Donc non, j'ai pas rêvé ça. Mais par contre, j'ai créé les rêves et j'ai saisi les opportunités, oui. Et vous avez résisté à l'appel de l'économie, vous n'êtes pas retournée faire des études. Je peux vous dire qu'en tant que directrice de lieu, ça me sert en fait, ce côté très pragmatique. J'ai pas peur de la compta, de l'administratif, des budgets, j'adore ça. Donc je me dis que ça sert toujours. Est-ce qu'il y a un moment un peu distinct, une œuvre, peut-être une musique, où vous vous dites il faut transgresser les codes, on ne peut pas rester dans une catégorie, ni le jazz, ni la danse classique, ni. Il faut être un peu libre de tout ça. Est-ce qu'il y a un moment où ça vous vient et vous dites mais c'est ça que je me fixe comme mission ? Je me rappelle comme ça, enfin, je vais répondre de manière un peu intuitive, et puis je pense que ça ne sera peut-être pas la même réponse aujourd'hui que demain. Mais justement, par rapport à ce parcours, déjà, par rapport aux normes, moi, j'avais pas, un peu plus maintenant, mais j'avais pas du tout le corps d'une danseuse type. J'avais plutôt des formes, j'étais très musclée, et même si je faisais de la danse classique, il était évident que c'était pas pour moi, notamment par rapport à ces normes très très attendues qui sont liées en fait aux codifications très très, je dirais, qui n'ont pas beaucoup changé, qui commencent un petit peu plutôt par rapport à l'ouverture sur la diversité ethnique, mais la diversité de corps dans les ballets, c'est pas non plus, c'est un sujet. Et je me souviens d'une fois où, en fait, justement, chez Anne-Marie Porras, on faisait toujours des présentations de travaux, on était notés comme si on devait valider des UV à l'intérieur même de l'école. Et j'avais fait une proposition, j'avais eu la meilleure note, mais on m'avait dit, mais t'es une danseuse contemporaine, et puis avec le corps que t'as, et puis machin. Et là, j'avais fait, mais de quoi vous parlez, en fait ? Et j'avais tout de suite pas tellement compris le fait qu'on ait envie de me catégoriser dans une spécificité liée plutôt à mon identité à mon savoir-faire. J'avais une technique qui était assez finalement transversale, parce qu'il s'avère qu'on parle très peu de la danse jazz, c'est un peu l'oublié de la danse, c'est vrai, hein, enfin, des danses, des cultures de danse, alors qu'en fait, moi je faisais de la technique Horton, c'est quand même toute une veine qui est l'héritage en fait d'Elvin Ailey. C'est très très proche finalement de Twyla Tharp. Enfin, on s'imagine pas comment finalement la danse jazz flirte depuis des décennies, des centaines d'années avec, c'est une danse afrodescendante, américaine. Enfin, ça fait partie. En fait, c'est une danse postmoderne, enfin complètement postmoderne. Donc j'avais cette technique-là, mais déjà je me disais, mais on me catalogue, voilà. Et donc j'avais une discussion assez riche et assez ouverte. Et c'est ce qui m'avait motivée à me dire, bon allez, à la fois j'étais très disciplinée, donc je les ai un peu écoutées, et je suis allée voir la pièce de Mathilde Monnier et j'ai eu envie. Et en même temps, à partir de là, je pense que j'ai eu le déclic de me dire, mais j'appartiendrai à aucune école, je ferai mon propre chemin. J'ai vraiment, et encore aujourd'hui, le besoin de me sentir libre, le besoin que toute la richesse de la danse soit représentée. C'est complètement constitutif de mon parcours et de ma personnalité. Et cette ouverture, je dirais, d'esprit et cet ADN qui fait partie de moi, mais aussi qui fait partie de mon travail, je l'ai eu depuis toujours, quoi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, très concrètement, ça se traduit par... je travaille autant avec la musique symphonique que l'électro. Je travaille avec des danseurs, je collabore avec des danseurs de crump comme des Wackers. Je peux partir 6 mois aux États-Unis pour travailler avec le collectif Bang & Olufsen sur la musique post-minimaliste et revenir et faire, je sais pas, prochainement peut-être une production avec Théodora. Enfin voilà, c'est complètement ouvert, et cet éclectisme a fait en fait, je dirais, mon identité d'artiste, mon identité de directrice de lieu, et vous avez pu voir que ça a été aussi l'identité des 4 cérémonies, et j'en suis pas peu fière. Voilà. Merci beaucoup pour cette réponse. On voulait un peu plus se concentrer maintenant sur votre processus de création. Et tout d'abord, pour savoir quelle méthode adoptez-vous ? Est-ce que vous commencez plutôt par des recherches documentaires ? Quelle place vous laissez à l'improvisation ? Quelle place vous laissez à vos interprètes, etc. À la musique aussi ? Alors, c'est une très large question qui
me demande toujours beaucoup de capacité de synthèse parce que, de par cet éclectisme, mais aussi des différentes collaborations artistiques, et je vais me concentrer sur la musique que j'ai pu faire jusqu'à présent, il n'y a pas une pièce qui a la même méthodologie de travail. Et j'invente en fait des modalités de création, d'écriture et de production qui sont à chaque fois adaptées à ce que, je dirais, le processus créatif nécessite. Souvent, je pars d'un concept assez fort. Je vais parler de ma première pièce qui s'appelle Professor, sur la musique de Fausto Romitelli, qui est un Italien en fait plutôt Van Hirkam, qui en fait a fait un triptyque qui s'appelle Professor Bad Trip. Si vous pouvez googliser, c'est complètement accessible. Et c'est une musique assez géniale parce que même si c'est de facture très contemporaine, il s'est quand même inspiré beaucoup de ce qu'on appelle dans le milieu de la musique dite savante et la musique dite populaire. Donc autant des sons d'Aphex Twin que tout l'héritage qu'il a pu lui avoir en tant que compositeur classique et contemporain. Et je me rappelle que cette première pièce, c'est un triptyque, c'est Listen 1, Listen 2, Listen 3. Et je me suis dit, ça va être une pièce subdivisée en 3 actes. Donc ça pose en fait, la musique pose déjà une dramaturgie globale, ce que j'appelle en général, et Simon le sait parce qu'il a participé à mes processus, la macro-écriture. Donc à partir de là, ça va donner une direction très claire, comme une DA en fait, une direction artistique pour la danse, mais pour la lumière, pour les interprètes. Et à l'intérieur, moi je vais être au plus près de l'écriture, du mode compositionnel de chaque œuvre que j'étudie, donc que j'analyse. Donc en général, je me fais aider par des musiciens. En l'occurrence, là, c'était l'ensemble Ictus, avec la collaboration avec Tom Poels, qui est le directeur artistique, un des directeurs artistiques de l'ensemble Ictus. Et l'ensemble Ictus, c'est l'ensemble qui a accompagné toutes les œuvres d'Anne-Theresa de Kersmaker. Ce qui veut dire que ce sont des musiciens et des directeurs artistiques d'ensemble qui ont l'habitude de travailler ce lien entre la musique. Et c'était un statement, c'était de se dire tout ce qu'on entend dans l'œuvre de Fausto Romitelli, on doit pouvoir le voir dans la danse. Et donc ce premier statement, c'était aussi un contre-pied à une norme esthétique du moment, où en fait, surtout en tant que danseur, moi j'étais danseuse à ce moment-là, on disait ne danse pas avec la musique, s'il te plaît. Parce qu'on était dans le post-Cunningham Cage et que c'était... oui, je ne sais pas comment vous dire, c'est plus qu'une norme, c'était en fait une sorte de paradigme intellectuel, alors moi que j'honorais totalement, mais qui nous empêchait vraiment, et je me souviens que quand j'ai fait Professeur Bad Trip, il y a même des programmateurs qui sont tombés en me disant mais comment tu peux faire ça? Et c'était génial. Et du coup, j'ai tellement poussé le bouchon qu'on voyait vraiment la musique. C'était Julien Gallet-Ferré, Tom Poels, et à l'époque, alors il y a eu plusieurs reprises de rôle. Je ne me rappelle plus du troisième interprète, c'était déjà en 2009, donc ça date, qui venait de Berlin. Ça va me revenir quand j'y penserai plus. À un tel point que vous voyez Mickey Mouse, Fantasia, le Mickey Mousing, voilà, c'est-à-dire que vraiment, on est allé à se prendre la tête, à dire mais si tu fais ça, est-ce qu'on voit vraiment ce qu'on entend? Et à partir du moment où 3 personnes dans le studio arrivaient à se représenter et à ressentir la même chose, on se disait 500 personnes vont le percevoir. Et à côté de ça, c'est plonger dans la partition, inventer des partitions chorégraphiques, faire des calculs, faire des mathématiques. C'est une horreur parfois de travailler avec moi, Simon peut le témoigner. C'est vraiment... je prends l'autre exemple, 27 Perspectives, qui est un peu à l'opposé. J'ai tout écrit à la table. Et ils ont une partition dans un phonac dans l'oreille qui n'est pas du tout la musique que les spectateurs entendent au plateau. Et ils suivent une partition que, même pendant les répétitions, ils écrivaient sur le bras à essayer de se rappeler de A, B, B', C', 2, 2, 4, 4, intermède, toi, moi, avec des... Et ça, si je vous explique le processus, c'est tout l'enjeu, en fait, que Simon vienne vous faire ses masterclass. Il va vous faire travailler, qui deviennent des outils compositionnels, en plus, parce que, du coup, c'est une œuvre, mais c'est aussi une pratique. Je développe des pratiques. On a fait un super camping aussi avec ces matériaux-là et ces partitions-là, et ça marche très bien, en fait.
Et voilà, et puis d'autres processus, encore moult et différents. Mais voilà. Donc ça passe par choisir l'œuvre, les collaborateurs, la musique live, pas live, plonger dans la partition, inventer des partitions chorégraphiques, créer une œuvre et la tourner. Et la place des danseurs dans ce processus? Et la place des danseurs, elle est plutôt collaborative. Alors ça dépend. Il s'avère que moi, j'ai jamais, à part une pièce... Motocross, qui est une pièce très intime que j'ai créée, que j'ai plus voulu tourner parce que c'était motocross. Rappelez-vous comment j'ai commencé la danse. Mon père avait inscrit mon frère au motocross et moi. Et mon père est décédé en 2001. C'était vraiment quelqu'un que j'aimais profondément. Ça a été un choc. Et je sais que c'est celui qui m'a le plus soutenue dans... Enfin, tout le monde m'a soutenue, mais vraiment, je ne sais pas, lui, il y croyait plus que moi, je pense, dans... Je viens d'une famille très populaire, je n'aurais jamais pensé avoir la carrière que j'avais. Et je lui ai dédié un projet où je suis intégralement costumée dans une tenue de motocross. Et puis une fois que c'était fait, au bout de quatre représentations, j'ai plus eu envie de le tourner. Et par rapport à... Si je dis ça, c'est que j'ai effectivement... en fait, eu moi en tant qu'interprète l'habitude de collaborer avec les chorégraphes avec lesquels je travaillais, comme Boris Charmatz, Mathieu Monnier, c'est-à-dire qu'on est auteur de notre propre geste, évidemment sous la direction artistique et chorégraphique de ces gens-là. Et j'ai jamais dansé dans mes pièces, j'ai jamais fait de solo, j'ai fait que des grosses pièces de groupe, et où j'ai plutôt... C'est tellement resserré, c'est tellement clair dans ma tête, la feuille de route, elle est tellement précise que on arrive très vite à trouver un endroit de collaboration, je dirais, chorégraphique. Et là, dernièrement, depuis, je dirais, 2-3 créations, je retourne en studio et je crée le matériau. Et je reviens encore sur un processus qu'on fait plus beaucoup et que j'ai fait beaucoup dans mes débuts et qui est plutôt ce qu'on faisait dans les années 80-90, c'est-à-dire de transmettre la chorégraphie. Et j'y reviens. Voilà. D'accord. Et du coup, pour revenir sur ce rapport à la danse entre interprète et chorégraphe, quelles sont les évolutions et les différences que vous pouvez voir entre votre rapport à la danse quand vous étiez seulement interprète et maintenant chorégraphe? C'est deux métiers très différents. C'est vraiment deux métiers très différents, qui sont évidemment conjointement liés parce que... Alors, on peut être chorégraphe sans avoir été interprète. Il y a beaucoup de chorégraphes qui sont plutôt issus des arts plastiques. Je vois le collectif La Horde. Ils n'ont pas une carrière d'interprète comme moi j'ai, par exemple. Et ils font des trucs dingues et c'est génial. Mais moi, je sais que je défends l'artisanat, en fait, qu'il y a derrière cette pratique. Et j'avoue que je suis très fière d'avoir eu cette longue carrière d'interprète, d'avoir pu aussi bénéficier de fortes collaborations avec des gens dont j'admire le travail, auprès desquels j'ai énormément appris. Alors, je parle de Mathieu Monnier, Boris Charmatz, par exemple, sur des longues carrières. Mais aussi, être interprète, c'est partir en tournée, savoir comment ça marche une équipe technique, lever les yeux, voir ce qu'il y a au-dessus de la tête. C'est quoi, en fait, c'est quoi la scénographie, c'est quoi les modalités de production. J'ai aussi beaucoup appris de ce métier de danseuse, de cet environnement, voilà. Et après, je pense qu'effectivement, les modalités de collaboration avec lesquelles j'ai pu être avec Mathieu Monnier ou Boris Charmatz, mais aussi Loïc Touzé et Georges Effect, tous les noms que vous avez cités, j'ai moi-même été auteur de ma propre danse. Donc en fait, finalement, j'ai toujours chorégraphié, voilà. Mais quand je dis que c'est deux métiers différents, c'est que vraiment, je vous assure que j'avais pas les mêmes responsabilités, quoi. C'est autre chose de monter un projet, de monter une compagnie, de développer, de manager des équipes, de penser la production, d'aller chercher de l'argent. Franchement, et je vais le dire comme ça et sans complexe, et puis ça fera débat peut-être, j'en sais rien, mais c'est un métier d'entrepreneuriat pour moi. Voilà. C'est-à-dire que vraiment on est sur, je dirais, les valeurs un peu cardinales de l'entrepreneuriat, de développement d'un projet, de management. Et ça, je suis désolée, en tant que... Et je le sais d'autant plus que maintenant, j'ai dirigé un CCN pendant 8 ans, maintenant je dirige un ballet, c'est encore autre chose, et j'ai dirigé des équipes de 3000 danseurs ou 15 000 techniciens pendant 3 ans pour les JO. Et c'est toutes ces compétences managériales, ressources humaines, gestion des budgets, gestion administrative,
intendance, politique, enfin je peux nommer tout ça. Ça, c'est pas lié au métier de danseur. C'est pas lié au métier de danseur. Voilà. Sauf si, comme Simon, on ouvre bien ses yeux, on observe, on apprend par porosité. Et ce qui est dingue, c'est que c'est pas encore compris dans la tête de beaucoup de gens, et souvent les instances qui légitiment aussi et qui choisissent ces gens à ces postes de haute responsabilité, c'est comme si, parce qu'on a dansé tant d'années ou chorégraphié tant d'années, on peut diriger un lieu. Ben non. Je pense que d'ailleurs c'est tout un chantier qu'on fait au sein de la CCN. Je suis très impliquée. La CCN, c'est l'association de tous les CCN en France. Il y en a 19. Et je dis désolé, une candidature, c'est quoi? C'est quoi vos critères de sélection? Comment vous préparez en fait les artistes chorégraphiques à candidater pour la direction d'un lieu? Moi, j'en ai dirigé 2, plus un événement mondial. Désolé, j'ai tout appris sur le tas. Alors j'avais, je sais pas, peut-être je suis très pragmatique et j'aimais ça, donc j'ai eu cette chance-là. Mais si on n'a pas cette fibre-là, mais on atterrit dans un truc et c'est un métier. Et chorégraphe, c'est aussi ça. C'est monter sa compagnie, passer la première instance qui est demander l'aide à la création, puis le conventionnement. Enfin, ça a un peu changé aujourd'hui, etc. Tout ça, faut le faire, quoi. Ou alors on délègue, mais pour déléguer, il faut payer les gens. Mais pour payer les gens, il faut que ça tourne. Mais tant que ça ne tourne pas, il faut créer. Enfin, vous voyez, en fait, c'est des logiques, quand même, qui sont des logiques, excusez-moi, d'entrepreneuriat. Et moi, j'adore ça. Je suis vraiment une entrepreneuse. Voilà. J'adore ça. Je suis une entrepreneuse, mais aussi le pur produit des politiques culturelles. Et je suis à la croisée de ces 2 chemins-là, et j'en suis très fière. Et je le dis, et je me fais souvent taper sur les doigts par mes collègues qui disent « Mais comment tu peux dire que tu diriges une entreprise culturelle ?» Je dis « Mais je dirige une entreprise culturelle, excusez-moi, ça a beau être un outil de service public, c'est une entreprise culturelle. » On va rester à la croisée des chemins en croisant donc notre échange, l'environnement Sciences Po, et une petite surprise qui n'entre dans aucune de ces 2 premières catégories que nous vous avons réservées. Nous allons quitter la scène pour cela.
I don't know what to say, bro. Maxime, que je convierai à mes cours magistraux pour éviter que mes étudiants s'endorment. C'est ce qu'on appelle savoir s'adapter à son environnement. Merci beaucoup. Je sais pas si... Non. Ah, ça y est. Merci. Donc pour revenir sur cet échange, merci encore une fois. Okay. On s'intéressait à savoir quels sont du coup les artistes et les œuvres qui vous ont le plus inspiré au fur et à mesure de votre carrière. Pareil, il y en a tellement. Ouais. Alors, moi, il y en a beaucoup, mais assez étrangement, je suis un peu, même si c'est très éclectique dans la question du partage et de la rencontre, je pense que c'est surtout fondamentalement ça que j'aime dans le fait d'être une artiste, c'est de pouvoir en fait avoir cette chance de travailler avec d'autres talents et de manière multiple. J'ai quand même dans mon travail des sortes d'obsessions en fait, et je sais qu'il y a des références qui reviennent tout le temps. Notamment, il y a Einstein on the Beach. Je ne sais pas si vous voyez cette espèce d'opéra en fait hybride avec la musique de Glass, la chorégraphie de Lucinda Childs et du coup on peut dire maintenant la mise en scène de feu Robert Wilson. Voilà. Et je sais que ça a été un leitmotiv, c'est-à-dire que c'est pour tout le côté très opératique. Bon, j'ai fait beaucoup d'opéra aussi, je vais encore participer à la mise en scène d'un opéra, l'Opéra de Paris l'année prochaine. C'est comme ça que j'ai rencontré Thomas avant, mais c'est notre première vraie, on va dire, collaboration. J'ai aussi travaillé avec Guy Cassirs à l'Opéra de Lille, qui est un grand metteur en scène flamand, avec Emmanuel Haïm, on peut le dire chef de ZEF d'orchestre, voilà. Et je trouve que ce côté hybride, c'est-à-dire un espèce d'objet un peu ovni total comme ça, où la lumière est aussi importante que le costume, qui est aussi important que la voix, qui est aussi important que le texte, qui est aussi important que le sens et la danse, ça fait complètement partie de ma manière de travailler. En référence cinématographique, j'ai un truc qui revient. Alors j'avais au départ Nosferatu qui revenait, mais genre tout le temps.
voilà, pour le côté très obscur, un peu... Et puis, je ne sais pas si vous voyez d'Antonioni, ce film qui s'appelle Zabriskie Point, qui est un film incroyablement visuel, avec une histoire d'amour toute simple, et en fait, il s'avère que c'est la fille de la chorégraphe américaine, donc pas côte est des États-Unis, mais côte ouest. Oui. Non, justement, l'autre. Anna Alprin, merci. Heureusement que c'est la fatigue. Donc c'est la fille d'Anna Alprin qui a le premier rôle, mais il y a une scène, c'est même pas tant pour le film, mais il y a une scène à la fin, je sais pas si... Vous regarderez pareil, vous teasez, c'est la musique de Pink Floyd, et c'est toujours ce lien entre la musique et ce qu'on voit, parce que c'est pareil pour Nosferatu, c'est un film muet, donc il y a les gestes. Pour évidemment Einstein on the Beach, c'est comment, de manière très sensible et opératique, la danse et le son font un seul et même corps. Et Zabriskie Point, cette dernière scène, c'est la même chose. C'est en fait un plan séquence qui avance comme ça, au fur et à mesure, sur une explosion en fait, d'un bâtiment. Donc le premier plan, on voit une maison qui explose. C'est la musique de Pink Floyd, c'est magnifique. Et plus la caméra avance, et plus on arrive du macro, justement à ce que j'expliquais au micro et aux détails en fait. Et j'aime bien ça, c'est-à-dire que c'est des questions de perception. Donc on a l'impression en fait que c'est une chorégraphie d'objets. On a l'impression qu'en fait ces objets qui volent sont complètement orchestrés par la musique de Pink Floyd, alors qu'en fait c'est un rapport entre l'image et le son. En fait, c'est juste du montage. Par rapport à la musique, c'est toute la veine Reich, Glass, Tyler, donc toute la musique post-minimaliste et post-minimaliste américaine. Ce qui m'a amené ensuite à Julia Wolf, Nico Muhly. Je travaille en ce moment avec Nico Muhly. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, voilà, mais c'est plutôt la musique, je dirais, contemporaine américaine. Et puis moi, je suis fan d'électro, donc j'ai travaillé avec DJ Chloé, Chloé Thévenin, j'ai travaillé avec Lucie Antunes, j'ai travaillé en fait avec des grands pontes comme ça de la musique électronique. Et puis tout le côté pop, je dirais, je sais pas, je suis une fan de Michael Jackson, quoi, de Beyoncé, enfin tout ça, ça fait partie plus des musiques que moi je peux écouter. Voilà, dans mon casque, mais qui sont complètement constitutifs aussi je dirais, de mon patrimoine culturel quoi, et artistique. Donc à chaque fois, ça part plutôt de la musique. Et donc toujours. Si on se coupe d'un sens, qu'on n'a plus de musique, qu'on a du silence, est-ce que la danse peut quand même exister et naître de ce silence ? Bien sûr, puisqu'elle est musique par essence pour moi, c'est ma définition. Là, j'ai toujours travaillé avec le silence, puisque ça fait complètement partie de la musique, le silence. Enfin, je veux dire, encore une fois, il y a même John Cage qui en a fait une pièce musicale, voilà, où ce n'est que du silence. Et la danse a sa propre syntaxe, son propre phrasé, sa propre musicalité, sa propre organicité, et peut tout à fait créer de la musique. C'est-à-dire que j'aime bien partir d'une partition, mais j'aime bien aussi qui fait que danse devient musique, ou en tout cas que la rencontre se fait en ayant un ordre donné dans cet ordre-là, mais ça peut être complètement l'inverse. C'est-à-dire que je prends l'exemple de Counting Stars With You, on a travaillé sur le chant. Le chant, c'est de l'organicité, c'est du corps, c'est de la danse. Pour moi, ça vient du souffle. Et de voir comment, dans ces chants, pouvait créer une chorégraphie, en fait. Et j'ai pas travaillé à partir d'œuvres existantes, enfin, pas que à partir d'œuvres existantes, mais j'ai demandé à des compositeurs de travailler à partir des danseurs, de ce qu'ils faisaient, et de comment eux pouvaient produire de la danse, du chant, et donc de la musique. Voilà. J'ai aussi fait danser des musiciens, par exemple. Voilà. Je travaille dans toutes mes pièces, il y a un moment de silence, et paradoxalement, j'y mets pas du corps, j'y mets de la lumière. Je fais danser la lumière, un peu Zabriskie Point style. Voilà. C'est-à-dire que tout peut devenir corps, tout peut. Enfin, j'ai pas. C'est encore cette histoire de hiérarchie. Et je hiérarchise pas. Je vais pas y arriver. Bref, vous avez compris. Plus un médium par rapport à un autre, c'est que tout fait spectacle pour moi, et tout est perception.
Et tout ce que je veux, c'est que toucher le domaine du sensible de chacun, que ça crée des émotions, qu'on rentre dans l'histoire. Enfin, voilà, je suis une faiseuse de spectacle aussi. Enfin, c'est ça le but. Et là, par exemple, au Ballet de Lorraine, on remonte une ancienne pièce du répertoire du Ballet de Lorraine que j'ai ressortie là dernièrement, qui a été créée sous, je crois, la direction du Didier Deschamps, donc il y a un petit moment déjà au ballet, de Twyla Tharp, donc la chorégraphe américaine, sur la musique de Bach, sauf qu'en fait, c'est 15 minutes de silence. Et pourtant, c'est sur la musique de Bach. Voilà. Et qu'est-ce qui va rester de Bach ? Et c'est un enfer pour les danseurs, parce que c'est très composé, c'est à eux de faire la musique, ils doivent être hyper coordonnés. Et là, non seulement on développe des skills, des compétences, enfin on travaille avec nos compétences de danseurs, la technique, la sensibilité, l'écoute, l'espace, le temps, le poids, enfin tous les... Voilà. Mais aussi, d'un coup, on ajoute une dimension qui est pas seulement l'écoute, comme on le développe nous les danseurs, qui est une écoute globale de perception, c'est-à-dire je sais où t'es sans te regarder, mais vraiment d'écouter ce que tu fais, comme ce que tu produis comme son, pour savoir si j'y vais maintenant ou un peu après. Et ça, on ne le développe pas dans tous les projets en danse, c'est une spécificité de mon travail. Voilà. Tu voulais poser Oui, une question, j'en ai une sur... Non, parce que je me demande quand même, quand on est un jeune danseur et qu'on a peut-être peu d'expérience, peut-être comme certains dans la salle, ou enfin beaucoup d'expérience à leur échelle, mais qu'on arrive sur un projet comme ça, où d'un coup il nous est demandé de, vous dites, faire la musique avec son corps. Je ne suis pas danseuse, mais je suis intimidée par cette proposition. Comment, pour un jeune danseur, on se saisit de cet espace qui est... C'est impossible d'improviser. C'est moi, j'arrive, je suis déjà très préparée. C'est là où interviennent les partitions, les modalités de travail. D'accord. C'est-à-dire que je conduis, j'ai une feuille de route comme si je donnais un workshop, en fait, si vous voulez. Mes pièces commencent toujours par un workshop, c'est-à-dire un endroit de recherche qui fait que... moi, j'ai quand même dansé toute ma vie, donc je sais par quoi il faut passer. Je sais si on... Alors, ça peut être aussi... on passe souvent un peu pour que je sente... je peux aussi tout à fait dire, bah, tiens, tu as telle musique, improvise, et déjà, je vois ta sensibilité à la musique, au son, etc. Et après, quand on rentre vraiment dans le travail spécifique de telle ou telle pièce, que ça soit 27, Counting Stars... c'est très conduit mon travail, hein. C'est pas du tout improvisé. Je suis pas du tout quelqu'un qui propose quelque chose d'improvisé. Il rigole Simon parce que c'est tout l'inverse. C'est hyper composé, c'est très conduit. Je sais où je veux aller et j'expérimente avec les danseurs chaque étape dans le processus de création qui nous permettent d'atteindre le but recherché. Voilà, le domaine. Je dirais d'expertise recherchée. Et puis, je m'entoure d'experts aussi. C'est-à-dire que, par exemple, parce que c'est plus simple quand on exemplifie, 27, j'étais accompagnée du compositeur, parce qu'on a revisité la musique de Schubert, donc on a réinventé l'inachevé de Schubert et on l'a bien achevé, comme on achève bien les chevaux, voilà. Et donc, Pete Harden est venu, avec les danseurs, travailler sur les différentes partitions qu'on avait inventées au préalable. Mais quand je vous dis des partitions, c'est des partitions chorégraphiques qui, en fait, permettent aux danseurs de pouvoir, en fait, développer, effectivement, cette écoute, ces capacités à traduire le son, ces capacités à suivre le phrasé, capacité à composer autant de la danse que de la musique, etc. etc. Et ensuite, on assemble, et ensuite, on fait des filages. Ouais, voilà. Et par contre, pour Counting Stars, où vraiment il fallait chanter, mais de manière professionnelle, là, j'ai fait un casting où j'ai une audition où j'ai profilé. C'est-à-dire que j'ai recherché à la fois des très bons danseurs et danseuses, et aussi des danseurs et des danseuses qui étaient en capacité de chanter autant du Hildegard von Bingen que qu'est-ce qu'il y a dans Counting Stars with You, Lucie Antunes, le Stabat Mater, du rap, Oui, voilà, Madame Gandhi, il y a quoi d'autre, et des choses qu'on a inventées nous.
Voilà, donc c'est un, ouais, Shahjia, c'est un chant byzantin. Voilà, donc ça commence par un chant byzantin, ça passe par du rap et ça finit avec Lucien Antunes où il y en a carrément un qui joue de la batterie, quoi. Il savait pas jouer. Enfin, la danseuse en question n'avait jamais joué de batterie. Donc ce sont des longs processus de création où Lucie vient, Chloé vient. Il y avait un spécialiste des partitions, effectivement, de ces partitions, de ce chant byzantin. On a fait venir la compositrice qui avait créé ce Stabat Mater, qui l'avait recréé. Enfin, et c'est génial parce que c'est à la fois, pardon, c'est peut-être pas très humble de le dire comme ça, mais pour les danseurs, c'est à la fois une formation, une recherche, une création. Ils arrivent, certains, ça définit des trajets. Je vois Orvachter, maintenant, elle fait que des projets où elle chante. Elle est chanteuse, voilà. Elle s'est formée au chant. Alors qu'elle avait juste un organe, la capacité de chanter sous sa douche, hein, mais vraiment. Elle a passé l'audition, elle dit mais t'es vraiment une chanteuse lyrique, en fait. Voilà. Et je me suis aussi, pardon, je fais une petite parenthèse, aperçue qu'en France, par rapport aux pays anglo-saxons, à la différence des États-Unis ou de Londres, par exemple, je trouve ça dommage que dans les conservatoires supérieurs, encore une fois, tout soit cloisonné, quoi. Je me suis dit, mais si le jour où je travaille avec des danseurs musiciens ou des danseurs chanteurs, la galère. Mais vraiment, parce qu'on a fait les reprises de rôle et ça courait pas les rues des danseurs qui pouvaient chanter comme ces 5 interprètes-là, à un point tel qu'il y a même un chanteur qui est devenu danseur. Perret n'est pas danseur à la base, il est chanteur lyrique. Et il est devenu danseur grâce à ce projet maintenant. Voilà. Oui, merci beaucoup. On a beaucoup parlé du coup de votre processus de création. Et on voulait savoir aussi qu'est-ce que vous cherchez à la fin à exprimer à travers vos pièces chorégraphiques. Quelle part laissez-vous donc à la narration, à l'abstraction par rapport du coup aux spectateurs, et aussi comment vous conciliez-vous votre point de vue artistique en tant que artiste chorégraphe et vos différents postes, notamment donc en tant que représentante, directrice du CCN, comment vous conciliez en fait voilà. Je suis très très organisée. En fait, moi je suis plutôt quelqu'un de l'abstraction. J'intellectualise beaucoup, j'écris, je fais des partitions, donc je peux te dire que je suis plutôt de cette veine-là. Et puis, grâce aux collaborations que j'ai pu faire avec des metteurs en scène, et vraiment quand même, je dois le dire, les 4 cérémonies des JO, ça a été un déclic quand même phénoménal, puisque vu l'échelle de l'événement, je commence à aimer de plus en plus la narration. Voilà, mais j'ai pas ce réflexe je raconte jamais des histoires, tout en racontant toujours des histoires. Je sais pas comment expliquer ça. Peut-être tu pourrais le dire plus mieux que moi, parce que je suis plutôt assez pudique dans ce que je mets dans mes créations, alors que c'est toujours relié à quelque chose d'intime. Je le découvre souvent après. J'en ai pas conscience pendant. Voilà. Après, je fais, mais quand même, c'est souvent des choses qui annoncent des choses dans ma vie perso, comme une période, fin de cycle, début de cycle, ou des choses qui sont assez précurseurs de quelque chose qui va arriver. Par exemple, professeur, quand même, après la danse et la musique se réconcilier, ou moi, où j'étais là, j'en ai tellement besoin, moi. Enfin, c'est assez finalement à la fois abstrait dans le sens où c'est le pur produit de mon esprit. Et je rationalise beaucoup, je fais des dossiers, c'est jamais différent mes pièces des dossiers. Enfin, je suis pas en train de partir dans tous les sens. Je sais pas comment le dire autrement, pardon. Et en même temps, c'est très 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 intuitif, très 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 instinctif et intuitif. Un exemple, Silent Legacy, qui est cette pièce que j'ai créée pour le festival d'Avignon, où j'ai collaboré avec une jeune crumpeuse. Donc le crump, c'est une culture de danse venue des États-Unis, de la côte ouest des États-Unis, qui est une danse sociale en fait, qui est issue des émeutes des années 2000 à Los Angeles. Donc une danse qui a en fait
comme origine la fracture sociale, la douleur, etc. Donc qui est très 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 loin finalement à la fois de ma culture, de mon pays, de ma culture, de ma formation de danse, etc. Mais qui me passionne depuis des années. En fait, je cherchais à la base une danseuse pour pas du tout faire un truc autour du crump, mais pour faire un truc autour de la sororité, parce que je sortais de Counting Stars With You et je voulais vraiment prolonger l'histoire des femmes, la parité, l'engagement féministe, ça a toujours fait partie de mes valeurs, voilà, que je mets dans le travail, de plus en plus, j'ai envie de dire, l'inclusion, la diversité, tout ça. Mais là, en gros, je cherchais juste une troisième danseuse, quoi, une troisième interprète, et je suis sur Instagram, je tombe sur Adeline Kerry qui a 5 ans, qui habite au Canada, qui fait en fait une petite danse de 5 minutes pour un film qui s'appelle Sit Still, d'un chorégraphe qui s'appelle Jonas Jacob. Et vraiment, c'est hyper intuitif. Je suis chez moi, je scrolle, il est minuit, je suis comme ça. Et j'appelle le lendemain la prod, je fais « j'ai trouvé l'interprète ». Je peux vous dire, ils ne m'ont pas suivi au début. Ils ne m'ont pas suivi, ils m'ont dit « mais t'es folle, elle est au Canada, comment on va travailler ? Elle a 5 ans !» Et puis t'en sais rien, ça se trouve c'est son père qui fait des super vidéos. Je dis c'est elle, je vous dis que c'est elle. Et j'étais persuadée que c'était elle. Et ça c'est mon intuition, c'est mon côté spirituel. Je sais avant de savoir, je peux pas vous dire d'où ça vient. Enfin je sais d'où ça vient, c'est depuis, voilà. Ça c'est la partie intime dont je parle jamais. Je tire les cartes, je vois des médiums depuis toute ma vie, enfin, voilà, mais je ne parle jamais de ça. Non mais c'est vrai, on m'appelle la sorcière et que toi qui le sais. Donc voilà. Mais j'ai fait une pièce qui s'appelle Hunted sur les sorcières avant que Mona Chollet elle sorte son livre en fait. Voilà. Mais ça c'est moi, mais j'en parle jamais. J'en parle depuis. Thomas Joly m'appelle ma sorcière bien-aimée, il le sait, tout le monde le sait. Tout le monde veut que je tire les cartes en fait. Voilà. Et ce jour-là, je dis à l'équipe de prod, c'est elle, je vous dis que c'est elle. Et je ne pouvais pas vous dire pourquoi. Du coup, de manière rationnelle, ils me disent pourquoi ? Je dis, je ne sais pas. Ils disent, mais on ne va pas te suivre, mais t'es folle. Et en fait, elles me connaissent, elles m'ont suivi. Heureusement, on n'a pas regretté. Donc Adeline, c'est celle que vous avez vue au JO. C'est celle avec laquelle j'ai écrit cette pièce qui a tant tourné qu'on a dû arrêter de tourner parce que juste, elle va au collège maintenant, en fait, c'est tout. Et là, elle est en train de faire... Elle a fait Incroyable Talent en France, elle est en train de faire Incroyable Talent au Canada. Et vous savez, ce que j'ai vu chez Adeline, au-delà du fait que c'était le prodige international de crump, moi, ça, moi, en tant que chorégraphe, je vois tout de suite la bonne danseuse qu'elle était à 5 ans. Mais j'ai vu la vieille âme de cet enfant. J'ai vu un truc que j'ai jamais vu chez un enfant à travers l'écran. Donc j'ai pris un avion, je suis allée la rencontrer juste pour vérifier que c'était pas instagrammable ce qu'elle faisait et que je me trompais pas quand même. J'écoutais quand même un peu, je suis toujours sage. J'écoutais mon équipe de prod. Je vais vérifier. J'ai travaillé 1 heure avec elle, je devais travailler 2, j'ai pas pu faire les 2 heures, j'étais en chiale totale. J'avais jamais vu ça de ma vie. J'avais jamais vu ça de ma vie. Pas seulement comment elle dansait, mais tout, comment elle s'exprimait. L'intelligence qu'elle avait, la maturité, je n'avais jamais vu ça. J'en discute avec son père, vous savez ce qu'il me dit ? Il me dit, quand elle me regarde, je sais que c'est pas elle qui me regarde, il y a quelqu'un derrière. Son père me dit ça. C'est pas un étranger, c'est pas un journaliste, son père me dit ça. Et je comprenais maintenant, j'ai des frissons quand je vous raconte ça. Et je dis, mais le crump, comment elle fait ? Mais je sais pas, elle a pris un cours, quoi. Et moi, je dis, vous savez quoi ? Je savais déjà que je travaillais avec Audrey Mérilus, qui était en fait une danseuse racisée qui avait fait part et qui parlait de toute sa complexité d'être la seule noire dans une danse hyper bourgeoise, issue... je le dis, tel quel, voilà, où c'était la seule, au conservatoire ça a été galère, à part ça a été galère, on lui donnait toujours les mêmes rôles, etc. etc. Donc, autant vous dire que tout le monde pensait que c'était elle, la crumpeuse. D'accord ? Et je rencontre Adeline Kerry, une jeune fille de 5 ans, blanche, de parents issus vraiment d'un milieu plutôt très aisé, qui prend un cours de crump avec son mentor, qui est devenu mon meilleur ami, et le co-fondateur de cette pièce, qui me dit, la première fois que j'ai vu danser Adeline, j'avais l'impression qu'elle avait des factures à payer depuis 2 ans, en fait. Donc, tellement il fallait qu'elle donne. Vous voyez ce que je veux dire ? Elle était là, elle dansait parce qu'il fallait payer le loyer, quoi. Donc, on était raccord. En fait, on était raccord. C'était intuitif, ça. Vous voyez, ça, c'est pas issu de mon esprit. C'est juste, on se dit, mais il y a un truc, il faut y aller, en fait. Et puis, on fait la création. Je les embarque. La création est dingue, ça cartonne.
On tourne partout. On est obligé d'arrêter parce qu'elle va au collège. Elle se retrouve aux Jeux Olympiques. On devient une famille. Voilà, les parents viennent. Elle va à l'école à Orléans. Elle se fait des copains. Enfin, c'était une vie. On a fait une vie pendant 6 ans, en fait. Et un jour, à un bord plateau, on lui dit, Adeline, mais d'où ça vient le crump ? Pourquoi le crump ? Vous la voyez, pareil, vous googlisez, vous la voyez, elle est enragée. On se dit, mais d'où ça vient ? Elle n'a rien à voir avec les émeutes de Los Angeles. Elle n'a rien à voir avec tout ça. Et pourtant, pourquoi J'avais l'impression, puis je fais Silent Legacy, où je me dis, ça va être sur la transmission, la filiation, d'où vient la danse, qu'est-ce que ça fait, pourquoi moi aussi ça m'est tombé dessus comme ça, pourquoi j'en ai fait... Voilà, qu'est-ce qui se transmet de Audrey, qui a rencontré toutes ces problématiques liées à son origine ethnique, dans un milieu en fait très institutionnalisé, tout ça, et qui se confronte, qui doit transmettre, passer le flambeau à une petite fille de 5 ans qui fait du crump, et au milieu, il y a vous voyez, J.R. Madry, puis il est énorme, il fait 2 mètres, qui apparaît comme ça, Et je me dis, dans ma tête, Adeline Quéry, c'est l'incarnation de Tommy the Clown. Et Tommy the Clown, en fait, c'est le fondateur du crump. Et je me dis, son héritage, bien sûr, ça passe par West, ça passe par ce qu'elle apprend, mais son héritage, il est transgénérationnel. C'est un don, et c'est ce qu'on appelle le don. Et d'où vient le don ? Moi, en tout cas, j'ai envie de croire que c'est une âme qui se réincarne. Et peut-être que Tommy the Clown s'est réincarné dans Adeline Quéry, qui sait ? En tout cas, moi, j'ai mal pensé. Et on lui demande quand même un jour, pardon, c'est une longue histoire, mais c'est pour dire que c'est pas que des partitions, mon travail, voilà. Au bord plateau, on lui dit, mais d'où ça vient, en fait, cette rage, ces émotions que tu mets dans ta danse ? Et là, pour la première fois, elle a peut-être 7 ans, et je la vois, moi j'étais en chiale devant tout le monde. Elle me dit, mon papa avait un frère qui est mort, et j'ai tellement vu mon père triste que j'avais besoin de danser. Et je danse pour mon père, pour sa tristesse, et pour la mort de son frère. Et c'est sa seule motivation. Donc elle, le crump, elle s'en fout au fond. Vous voyez ce que je veux dire ? Elle, ce qui l'importe, c'est son papa. Voilà. Et vous la voyez danser, il y a des couches derrière. Vous voyez ? Et c'est ce que j'ai vu. La première fois que j'ai vu sur Instagram, j'ai dit, il y a toutes ces couches-là. J'ai pressenti cette chose-là. Donc mon équipe de prod est très contente de m'avoir suivi sur ce coup-là. Et du coup, ils me suivent encore sur toutes mes aventures. Et notamment, quand je leur ai annoncé que je faisais les 4 cérémonies des yeux, ils m'ont encore dit « Mais t'es folle, mais comment tu vas compiler ?» Et pour revenir à la dernière question, je ne sais pas. Je fais, c'est tout, et ça se passe. Voilà. C'est une très belle histoire. Merci du partage, très, très beau. On a des questions des ambassadrices de la Maison des Arts et de la Création. Où êtes-vous ? Vous êtes là. Je vais vous passer la parole pour que vous puissiez poser vos questions à Maud Le Pladec. Donc, vous avez été directrice du Centre chorégraphique national d'Orléans et vous êtes maintenant directrice du CCN Ballet de Lorraine. Vous êtes l'une des rares femmes à occuper un poste de direction dans le milieu de la danse, puisque bien que les femmes soient plus nombreuses que les hommes dans le milieu amateur de la danse, elles sont pourtant moins nombreuses dans le milieu professionnel. Selon vous, quelle politique publique pourrait être mise en place pour favoriser une plus grande égalité hommes-femmes à ce niveau ? Merci. Très bonne question. Merci d'aborder le sujet parce qu'on n'a pas vraiment eu le temps dans tout ça de le faire. Malheureusement, oui. Je crois que les chiffres ont encore baissé. À la direction des CCN, je ne sais plus, j'ai fait partie et j'ai initié au sein de la CCN un gros chantier égalité femmes-hommes, notamment par rapport à l'entrée en direction des CCN. Et on a d'ailleurs à ce sujet, ça serait bien que ça circule, défini une charte. Voilà, qui a été déposée dans tous les CCN et qui demande en fait normalement, enfin moi j'aimerais que ça soit de manière stricto sensu de respecter en fait toutes les recommandations qui sont des actions concrètes qui permettent effectivement à ce qu'il y ait plus de postes, de femmes plutôt à ces postes à haute responsabilité. Je crois que dans les années 80, on était presque à 50-50 à la tête des CCN, il y en a 19. Il me semble que dans 2015, on était genre à 4,5% de femmes et le reste d'hommes. Et aujourd'hui, je suis avec Olivia Granville, la seule directrice de CCN. En sachant qu'il y a des collectifs, voilà, il y a Marine qui fait partie du collectif La Horde, les 2 femmes qui font partie du collectif S, mais concrètement, on est 2.
Voilà. Et je ne parle pas des grandes institutions comme le CND, l'Opéra, etc., etc. Donc les chiffres sont plutôt catastrophiques, ils ont tendance à baisser. Donc autant vous dire que c'est pas gagné, qu'il faut continuer à se mobiliser. Voilà. Les actions concrètes, elles sont simples. Là, on a beaucoup parlé tout à l'heure de production. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui que d'être artiste chorégraphique sur une scène, visible, dans une scène nationale, dans tel ou tel festival? Ça veut dire être programmé, ça veut dire être soutenu en production. Donc tous les lieux responsables en fait de ce qu'on appelle l'apport en numéraire et le soutien aux artistes doivent, à mon sens, de manière impérative et stricto sensu, soutenir autant d'artistes femmes, je parle dans le champ de la danse, mais aussi que d'hommes. Ce qui demande quand même d'être assez proactif parce que, évidemment, comme les modèles ne sont pas ceux qu'on aimerait qu'ils soient, il y a beaucoup moins de femmes qui postulent ou qui se présentent ou qui et voilà, souvent l'argument de la compétence du projet vient recouvrir en fait celui d'égalité. Donc ça demande, et nous on l'a fait au CCN pendant 8 ans, que ça soit en termes de programmation, c'est-à-dire diffusion, programmer des pièces d'artistes femmes, et on a fait un festival qui s'appelait Femmes modernes, où il y avait une programmation exclusivement féminine. Et ça ne veut pas dire qu'il y a des femmes sur scène, ça veut dire que c'est des artistes femmes chorégraphes. Voilà. Et pas que, puisqu'en plus, il y avait de la musique. Donc c'était entièrement féminin. Et souvent, on a même eu, je vous le dis, des chorégraphes jeunes en plus, hommes qui nous disaient oui, du coup, ça exclut les hommes. Et on disait écoutez, sur tous les festivals qu'il y a en France, on va de toute façon pas faire pencher la balance. Donc en fait, on ne peut pas nous accuser de bloquer, d'exclure, quand en fait on représente un infime. Enfin, nous, ce qu'on faisait, c'était une petite part de contribution sur l'énorme inégalité généralisée en termes on va dire, de visibilité de la création féminine. Et aussi en termes de coproduction, accueil, et c'est pareil, on a des dispositifs dans les CCN qui s'appellent les accueils studios ou les résidences, et c'est de faire 50% on va dire, de soutien à la permanence artistique pour les artistes femmes que les artistes hommes, et c'est pourtant très simple, on tire un trait et on met les noms et on calcule, c'est simple. Voilà. Et alors souvent les excuses, je vous le dis parce que quand moi j'ai animé en fait, j'étais dans des réunions comme ça avec des programmateurs ou des directeurs de lieux et directrices aussi, qui disaient mais c'est compliqué, on fait comment quand il y a un collectif? Écoute, si dans le collectif il y a 2 hommes et une femme, tu mets la femme du côté de la femme et les 2 hommes du côté de l'homme, et tu vois. En fait, c'est assez simple, mais c'est comme ça que ça fonctionne. L'autre chose, effectivement, c'est tout le chantier que là, on est en train de faire sur qu'est-ce que c'est que de candidater, pourquoi il y a moins de femmes qui candidatent à la tête des lieux et pas que les CCN. Donc, on est en train de faire, en fait, aussi une sorte d'audit de chantier qui analyse les freins, qui analyse les conséquences et qui, du coup, d'où découleront des préconisations, puisqu'en fait, c'est comme ça vous savez mieux que moi, c'est comme ça que ça procède, et de se dire pourquoi, effectivement, dans les shortlists, il y a quand même moins de femmes, et comment, moi, c'est un gros travail que je fais, moi, j'ai décroché mon téléphone, je dis, tu veux pas candidater? Et en fait, on s'aperçoit que les freins, c'est pas seulement que les femmes sont moins capables ou s'en donnent moins les moyens, même si se donner moins les moyens fait partie quand même des freins, le syndrome de l'imposteur, moins de modèles récurrents, donc se dire inconsciemment la question de la famille. Moi, j'ai pas d'enfant, j'ai un chien, donc j'ai beaucoup plus de temps. Non, mais c'est vrai, j'ai beaucoup plus de temps et j'ai, je crois, dédié en fait mon temps au travail. Voilà, je sais pas si j'aurais pu faire les JO si j'avais 4 enfants, sincèrement. Ou alors il fallait vraiment que j'ai un super partenaire ou une super partenaire, voilà. Mais ça paraît des poncifs, mais c'est une réalité. Et on travaille sur l'égalité des salaires, tout ça. Et notamment, on s'aperçoit qu'il faut aller un peu plus chercher aussi ces personnes-là et leur dire essayez. Mais on s'aperçoit aussi que, et je ne sais pas pourquoi, parce que moi que ça fait plus trop rêver aujourd'hui de diriger un CCN ou un lieu, parce que je pense que, et moi je suis celle qui va défendre cette vision-là parce que je l'expérimente, donc je ne peux pas dire autre chose que ça. Je crois que ce sont pourtant des boîtes à outils dingues
et que finalement, que ça soit les cahiers des charges, mais Catherine, elle est là, elle le sait, hein, les cahiers des charges, les lieux, tout ça, ce n'est qu'un super outil de création. Et tous ces cadres ne sont faits que pour s'appuyer, pour créer, programmer, inventer, faire participer, et que finalement, c'est vraiment à géométrie méga variable. Évidemment, c'est contraint, mais c'est pas, ça n'enferme pas en fait un artiste, etc. Et ça, il y a comme une espèce de fausse croyance de se dire, soit c'est le Graal, et on a des attentes qui sont pas du tout situées au bon endroit. Une fois que je serai à la direction d'un lieu, tout va aller. C'est l'inverse. On a tous les coproducteurs qui nous lâchent parce qu'ils disent que maintenant on a les moyens, sauf qu'on n'a pas les moyens. Enfin, tout ça, tout ça. Ou alors on se dit, oh, c'est pas pour moi, ça va me freiner dans mon parcours. Donc je pense qu'il y a aussi, et ça revient par rapport à la question de la culture des métiers, une méconnaissance de ce que c'est que la direction ou des métiers à de haute responsabilité, en fait. Comme je vous dis, c'est une question de filière, et il n'y a pas de formation pour être directeur aujourd'hui. Enfin, vous voyez, il y a plein, je pense, de choses comme ça à étudier. Et après, c'est dans les contenus des pièces, et les valeurs qu'on défend. Enfin, il y a plein de moyens, en fait. Et puis aussi se saisir des opportunités. C'est ce qu'on a voulu avec Daphné Burki, Thomas July, Victor Lemann, la core team avec laquelle j'ai travaillé, puis les auteurs aussi, Patrick Boucheron, Fanny Herrero, etc., Leïla et tout ça. Défendre en fait ces valeurs aussi d'inclusion, de féminisme, de diversité à pour moi la France c'est ça, c'est la possibilité de ça. Et aujourd'hui on voit bien que ça se bouge dans les rues. Il y a quand même je crois qu'on est dans un pays qui nous offre la possibilité de continuer ces combats de manière intersectionnelle et avec une espèce de convergence des luttes qui, moi à mon sens, je suis de nature positive, me dit que ça peut quand même bouger, même si ça bouge lentement. Voilà. Merci de votre réponse. Ma question est sur comme vous avez chorégraphié pour l'opéra, pour des scènes expérimentales, pour le cinéma, pour les Jeux Olympiques et aussi les autres événements très différents et très variés. Selon vous, comment la danse transforme-t-elle l'espace ? L'espace ? Oh. C'est une très bonne question. Parce que c'est vrai que ça, c'est un autre pan, c'est-à-dire que j'utilise la danse comme un outil de transformation de l'espace au sein des espaces dits traditionnels pour le spectacle vivant qui sont la boîte noire, le théâtre, et j'adore ça. Et j'aime bien voir comment, dans cette contrainte, on arrive toujours à renouveler la perception justement de ce corps dans l'espace, alors grâce à la musique, grâce à la danse, grâce au costume aussi, parce que je collabore beaucoup avec des stylistes et donc le visuel. Mais j'ai aussi beaucoup j'ai beaucoup créé en in situ, c'est-à-dire sortir de la danse de ces espaces dits conventionnels ou traditionnels pour le spectacle vivant et faire en sorte que la danse transforme l'espace public. Encore une fois, les JO ont été la preuve la plus grande. Et c'est aussi pour ça que Thomas m'a invitée, parce que j'aimais ça. Et je sais que quand je suis arrivée à Orléans, j'ai dit on va faire danser Orléans. Donc mon but, c'était de faire danser une ville. Danser la ville, Benjamin Mitier, d'ailleurs, il l'a fait. Voilà. Et je trouve que dans cette question de l'environnement, et de voir comment finalement la danse peut à la fois être architecturale, mais aussi comment elle peut révéler l'architecture d'un lieu. L'architecture, c'est pas seulement un paysage, hein, c'est aussi l'histoire d'un bâtiment, c'est l'histoire d'une ville, c'est la sociologie, c'est la faune, c'est la flore, ça peut être aussi. Et ça vient effectivement à la fois bouger ce corps qui lui-même bouge dans cet espace, et grâce à la danse qu'on y inscrit, renouveler le regard qu'on peut avoir sur, je sais pas, une place qu'on traverse tous les jours pour aller au travail. Voilà, c'est ça que j'aime bien en fait. C'est comment la danse, elle peut d'un seul coup être un révélateur d'un autre quotidien, d'une autre vision, d'un espace finalement qu'on ouvre en soi, qui soit un espace sensible, imaginaire, émotionnel, et qui fait que d'un coup, plus jamais d'ailleurs, la scène ne sera plus jamais la scène post-JO et avant JO. Voilà. Paris ne sera plus jamais Paris,
post-JO et après JO. 1 kilomètre de danse renouvelle Paris, et on verra plus jamais en fait ce kilomètre, ce parcours-là de la même manière. Donc je trouve que ça a une force incroyable, la danse, d'infini, enfin de rapport à l'infini, et de se dire que finalement il y a plein de réalités dans la réalité et qu'il suffit d'ouvrir des espaces en nous pour pouvoir en fait avoir accès en fait à ces différents mondes. Et grâce aux artistes, en fait, on a des accélérateurs de particules comme ça, et je crois que c'est un peu le rôle que j'aime jouer aussi. Merci beaucoup de votre réponse. Merci. Merci beaucoup pour vos questions. On va maintenant pouvoir ouvrir les questions à la salle. N'hésitez pas si vous en avez. Oui, bonjour. Je voulais rebondir sur ce que disait Maude par rapport aux femmes et à la direction des établissements. C'était pour te dire que donc moi je suis directrice générale d'un établissement public. Je suis une femme. Je peux aussi témoigner quand j'ai été nommée des quelques petites réflexions assez misogynes. J'en ai même pas parlé. Parce qu'on est aussi confronté à ça quand même. Bon, ça s'est calmé, hein, c'était le début, mais voilà. Et non, c'était pour dire que donc les dirigeants d'établissements publics, on a des mandats. Donc moi, je commence un nouveau mandat. Et dans ma feuille de route pour les 3 ans à venir, ça va être notre mission de travailler à cette insertion des femmes et surtout qu'elles candidatent à des postes de direction, c'est très important. Et pour témoigner, donc il y a pas mal d'années, donc j'étais au ministère de la Culture, et effectivement à l'époque il y avait presque un peu plus de femmes à la direction des centres chorégraphiques que d'hommes, et donc c'était le début des études sur les directions, etc. Et je me rappelle très bien, parce qu'il y a une femme qui a beaucoup travaillé sur ça, elle est venue me voir, elle me dit: toi Catherine, là-dedans? J'ai dit: nous ça va. Et j'étais complètement effarée après, au fil des années, d'abord parce que je suis partie dans une entreprise privée pendant 12 ans et je suis revenue dans le service public, à quel point ça avait évolué, mais pas vraiment dans le bon sens. Moi j'émets une hypothèse, c'est le fait que le début des CCN, c'était des initiatives, des villes, avec des créateurs qui étaient implantés. On a créé ces structures qui ont été labellisées. Et plus les institutions sont devenues des institutions, ça s'est institutionnalisé. Énormément, ouais. Et plus les femmes, en fait, ont disparu des directions. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est fondamental, et moi honnêtement aujourd'hui j'ai pas la réponse, parce que c'est tellement ancré vraiment dès l'enfance, et c'est vrai que le monde de la danse, il y a énormément la pratique et les formations initiales, c'est majoritairement des femmes. On espère tout le temps qu'il y ait plus de garçons, hein, là aussi qui se l'autorisent. Ça aussi c'est un sujet. Après, dans les formations supérieures, c'est majoritairement des femmes, mais dès qu'il s'agit de devenir créateur, de diriger une compagnie et après de postuler à une institution labellisée sur le plan national, là c'est un vrai sujet. Donc c'est un gros chantier parce qu'il faut déconstruire, il faut... voilà, et c'est en tout cas, le ministère de la Culture s'en préoccupe puisqu'il nous donne cette mission d'avancer. Et aussi pour rebondir sur la question de la préparation, je trouve que c'est aussi un vrai sujet. Donc ça aussi, on va y travailler. Parce qu'il y a cette notion de qu'est-ce que c'est un projet d'établissement. Oui. Un projet d'établissement pour un créateur, c'est vraiment comment il va sur un territoire diriger une institution qui est aussi complètement, tu pourrais en parler bien mieux que moi, en phase avec sa propre démarche artistique. Et ça, c'est tout un travail, c'est passionnant. Et aujourd'hui, c'est plus seulement... Alors justement, les nouveaux CCN, ce qui était assez symptomatique, c'est que souvent, il y avait
le créateur et après un numéro 2. Un numéro 2, ouais. Un numéro 2 qui, lui, s'occupait de toute l'administration, qui, en gros, gérait la boutique. Et avec parfois un peu des dérives où ce numéro 2 prenait un peu le pas sur le créateur et des créateurs qui étaient un peu... Bon, voilà. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui postule à une direction, c'est un chef d'entreprise. Voilà. Moi, je crois. Et donc, on a beau être créateur, et parce que il y a énormément ça s'est complexifié. C'est-à-dire que diriger un CCN il y a 20 ans, c'était pas la même chose. Aujourd'hui, on doit aussi être complètement conscient de qu'est-ce que c'est les VHSS, comment on les gère, comment on gère la transition écologique, comment on gère... Enfin, les budgets. Évidemment, les budgets. Enfin, qu'est-ce que c'est la relation politique, qu'est-ce que c'est gérer un établissement avec des financements croisés. Enfin, c'est vraiment extrêmement lourd. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que plus on est armé pour le faire, mieux c'est. Donc ça aussi, et je pense qu'on va vraiment travailler avec la CCN pour mettre en place des formations. Et voilà, donc toutes ces questions, elles sont importantes et vraiment, Maud, je te rejoins complètement. Et c'est vrai que ce mot d'entrepreneuriat, il est très important. Il est important. Et moi, je le vis un peu parce qu'effectivement, je dirige un établissement public avec une culture qui va être évidemment celle que je défends et je pense qui est dans mes veines du service public. Mais c'est pas parce qu'on est dans un milieu subventionné qu'on ne doit pas avoir l'esprit d'entreprise, parce que il n'y a pas de, comment dire, c'est pas opposé du tout. Parce que quand on dit ça, parce que moi c'est la même chose, Maud. Hein. Moi quand je dis, attendez, il faut être... Je me fais taper sur les doigts, mais vous pouvez même pas imaginer. Alors comme en plus j'ai travaillé pendant 12 ans... J'ai l'impression de travailler au CAC 40 quand je dis ça. Ils se disent, oh là là, elle est complètement vendue à la cause. Mais non, c'est juste être entreprenant. On peut être aussi entreprenant dans le service public, dans une entreprise privée. C'est autre chose. C'est savoir projeter, avoir une vision, tout simplement une vision, et savoir après expliquer comment on va la mettre en œuvre. C'est ça, être entrepreneur. En fait, je pense que moi, je suis vraiment issue du service public, je défends toutes ces valeurs-là, je ne pourrais pas C'est impossible pour moi de faire autrement. Par contre, on parle de compétences d'entrepreneuriat, en fait. C'est-à-dire, mais vraiment, ça passe par des actions très, très pragmatiques. Et effectivement, la capacité de se projeter, la capacité de gérer, des compétences de management, de DRH. Et ça, en dessous de ça, il y a encore des sous-catégories. C'est pas... Et puis en plus, dans notre quotidien, en tant que direction, ça se traduit par un planning concret. Je veux dire, on peut pas. Moi, je me sens vraiment. Je sais même pas comment. J'ai tout appris sur le. Enfin, c'est pas tout à fait vrai parce qu'en dirigeant une compagnie, j'avais déjà cet esprit-là, donc j'avais développé à fond la compagnie. Et je pense que mes études en économie m'ont aidée sans même le savoir. Enfin voilà, j'avais des notions, peut-être aussi un goût, j'en sais rien. Mais je vous jure que c'est énorme, quoi. Donc, moi, je me suis toujours interrogée. Je me dis, mais quand je discute parfois avec des artistes qui candidatent et qui mesurent pas tout ça, je pense à l'équipe, je pense à tout ce que j'ai fait, je pense à l'artiste qui va arriver, et je me dis, mais c'est sûr, c'est la plantade, parce que c'est concret, en fait. Je ne sais pas comment le dire autrement. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est un vrai sujet. Il y a une autre question. Oui. Allez-y, je vous en prie. Bonjour. Tout d'abord, merci beaucoup pour toute cette présentation et ce parcours très enrichissant. J'avais une question concernant l'intitulé « Entendre la danse et voir la musique ». Est-ce que vous pourriez l'expliquer? Comment est-ce qu'on peut entendre la danse et voir cette musique? Alors, on l'a un peu traversé, j'espère, à travers les différents exemples de processus des créations. Je suis assez décontenancée par la question, pardon. Non, mais parce que j'ai l'impression de l'avoir dit, mais peut-être que je ne l'ai pas assez dit. Est-ce que vous pouvez préciser votre question? Non, c'est tout simplement parce que on peut penser que c'est assez antinomique. Comment on pourrait entendre la danse alors qu'on la voit et comment on pourrait voir la musique alors qu'on l'entend Ok, je comprends mieux. En fait, l'organe principal de perception, c'est la vue.
C'est-à-dire que c'est pas moi qui le dis, hein, c'est scientifiquement prouvé. Et c'est assez pratique parce que même si on a l'impression que la danse est quelque chose que l'on voit, je pense que c'est aussi quelque chose que l'on ressent. Parce qu'il y a les neurones miroirs et qu'en fait, quand quelqu'un fait un geste, vous regardez du ping-pong, vous faites ça, vous voyez ce que je veux dire ? Donc quand quelqu'un danse, ça nous bouge. Si cette personne danse en étant tellement, par exemple, en fusion avec la musique, tellement traversée par l'œuvre musicale par laquelle il est bougé, j'ose à croire, mais je sais que ça arrive, que ça nous touche et que ça nous traverse aussi. Donc non seulement on voit comment la musique s'incarne à travers un geste, et comment le dialogue entre ce qu'on entend et ce qu'on voit crée un mariage parfait, je vais le dire simplement, voilà. Mais en plus, on est capable d'entendre à travers, de faire que ces deux perceptions qui sont le voir, l'entendre et peut-être aussi le ressenti puissent effectivement nous traverser. Et je sais par expérience que c'est possible. Voilà. Donc c'est pour ça que moi j'ai fait un peu de ce domaine un peu resserré, un peu compliqué à expliquer aussi. Je sais pas, il faudrait que quelqu'un un peu spécialisé le dise avec de meilleurs mots que moi. Je suis une artiste moi, hein, voilà. J'ai fait de ce petit endroit le domaine de mes œuvres. Voilà. Ça va, c'est plus clair ? Oui, et il y avait une autre... Non, je pense qu'on va s'approcher de la fin. On s'approche de cette rencontre. Merci, Pauline. Et je dirais peut-être juste un petit mot à la toute fin, mais très rapide. Alors moi, j'aimerais vous remercier de nouveau, remercier les présents également de ce partage. Et sauf si Simon Fels a une dernière question. Tu veux dire quelque chose, Simon ? Éventuellement poser une question, c'est l'occasion jamais. Hein. Ou témoigner. Alors, j'ai pas grand chose à dire. Maud est quand même ultra claire et limpide en général quand elle répond. Enfin, c'est clair, comme dans le travail. C'est souvent, on sait où on doit aller. On galère parfois à aller dans la direction où elle veut, mais on sait où elle va. Donc, non, moi, je suis ravi de venir. Pour vous transmettre un peu des outils de composition et des choses que j'ai pu traverser et explorer dans le travail de Maud. Et j'espère que vous allez, qu'on va s'amuser, quoi. Qu'on va prendre du bon temps et puis que voilà, on va essayer de naviguer entre des petits exercices d'improvisation qui vont vous permettre de générer ce que Maud a pu expliquer tout à l'heure, votre propre matière chorégraphique, mais je vais aussi vous transmettre des extraits de son répertoire. Comme ça, on va essayer de faire une petite composition avec vous et qui compile un peu des éléments et des outils, je me répète, que j'ai pu traverser dans son travail. Je me permets vite fait. En fait, vous allez être entre les mains d'un danseur et un créateur extraordinaire. Par rapport aux collaborations, moi, je suis hyper proche des danseurs et qui deviennent des collaborateurs. Et je suis assez fière parce qu'ils font tous leur travail à côté. Donc, on collabore vraiment. Puis Simon, on a travaillé ensemble dans le processus d'une pièce, mais il fait aussi son propre travail, que je soutiens, que je vais voir, que j'admire. Voilà. Et il s'avère qu'il est humble, parce que ça a été quand même un grand danseur du ballet de Lyon. Il a été aussi danseur au ballet de Lorraine. C'est un interprète incroyable, c'est un pédagogue dingue. Je vais à l'aveugle, je lui transmets. C'est devenu mon assistant, c'est-à-dire qu'il part en tournée quand moi je peux pas. Et c'est un féru de lecture. Ça a été, voilà. En tout cas, je suis hyper contente et très très fière que tu sois avec nous. En plus, c'est une façon de retravailler ensemble parce qu'on a un peu moins l'occasion en ce moment. Donc, en tout cas, je peux vous garantir que vous serez entre de bonnes mains. Et c'est vrai qu'en fait, on a aussi beaucoup de plaisir, on rigole beaucoup. Donc, c'est quand même toujours très joyeux. Nos étudiants ont beaucoup de chance, j'ai envie de dire. Le mot de la fin, Pauline ? Oui, avec plaisir. Peut-être simplement pour dire, par rapport à ce qu'on a traversé, un mot à la fois à vous deux et aussi aux étudiants. Juste mentionner 3 programmes parmi tant d'autres qui existent à Sciences Po et qui rejoignent un peu notre conversation aujourd'hui. Il y a La Relève, qui est un programme du ministère de la Culture qui est porté par Sciences Po et qui forme
la relève du secteur culturel, avec d'ailleurs des danseurs et chorégraphes qui font partie du programme, mais pas seulement. Il y a un programme qui s'appelle Présage, et notamment une chaire pour l'entrepreneuriat féminin, parce qu'effectivement, les freins que tu mentionnes, et dont Catherine a parlé, on les retrouve d'une façon générale dans les candidatures féminines à l'aventure de l'entrepreneuriat, qui est très exigeante. Et le troisième, c'est simplement dire qu'à Sciences Po, depuis peu, mais avec grand bonheur, on a un programme d'étudiants artistes de haut niveau, c'est-à-dire des étudiants qui conjuguent une scolarité à Sciences Po et une scolarité dans une école d'art, dont je crois Maxime fait partie, alors plutôt pour ses activités professionnelles de danseur et de comédien, d'acteur depuis l'an dernier. Mais voilà, peut-être que certains seront dans le programme. En tout cas, il y a vraiment à cœur de donner cette place aux arts dans la maison. Et un grand merci à toutes. On te retrouve, Maud, aussi un petit peu plus tard dans le semestre. Et puis, je crois que pour le renvoi, comme on dit, de la salle, on annonce un autre événement à venir qui est là dans le domaine de l'écriture avec Carole Martinez et Sylvain Prudhomme. Et merci beaucoup à nos deux co-modératrices, à toi, Maud. À toute l'équipe, à nos ambassadrices, à Esther, à Carole, etc.